Bonjour à tous, bienvenue à bord du vol Plateau Foot Europe en direction du vieux continent. Au menu de ce premier numéro, la reprise de la nouvelle saison en Première Ligue ce vendredi avec la première journée qui propose Manchester United opposé à Leicester. City croise Arsenal pour le premier choc de la saison et ce sera dimanche. En Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille qui ouvre le bal de la première journée face à Toulouse du Togolais Mathieu Dosevi. Il sera question de Supercoupe en Espagne et en Allemagne dans la première partie. Dans la deuxième, nous ouvrons la page Mercato avec Cristiano Ronaldo qui file à la Juve, Jorginho et Kepa Arrizabalaga, gardien le plus cher de l'histoire à Chelsea, Mathieu Dosevi notamment à Toulouse. Pour en parler, l'équipe est presque au complet. Franck Nounyama est là. Bonjour, bienvenue Franck. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. Et très ravi de te retrouver, la forme. Le plaisir est partagé comme toujours, on est ensemble pour une belle saison. Merci beaucoup Franck Nounyama. Fifi Assobravi en face de vous. Bonjour Fifi, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour, je salue les confrères. Je suis heureuse en tout cas de retrouver ce studio pour cette émission-là. Et je crois que ce sera une belle saison également. Et surtout une belle saison pour votre Paris Saint-Germain. Pourquoi pas. Roméo Yétor est également là. Bienvenido Roméo, bonjour à toi. Merci Angelo, bonjour à tous, bonne rentrée. Ah oui, très ravi également de te retrouver, toujours en forme. Et notre invité du jour, il s'appelle Joël Ayi, c'est un inconditionnel de cette émission et puis fan de Manchester United. On aura tous les arguments pour bien piquer l'équipe de José Mourinho, mais peut-être qu'il va faire l'avocat. Bonjour Joël. Et bonjour Angelo et bonjour à tous les auditeurs de cette émission. Comment vous portez-vous? Ah oui, pour l'instant. Ezekiel Ayataï et Armel Waba sont absents pour aujourd'hui. Et l'homme à devant lui, il est chargé de la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver sur radiosportfmtg.com. Mise en onde de ce premier numéro, le 493e du nom, Sa Majesté Pelagé Mekoum. Oui, attachez vos ceintures, le décollage de PFE, c'est tout de suite. Alors, de retour dans le studio Messanyamé, encore une fois, bonjour chers spécialistes. Et là, nous allons démarrer avec la première ligue anglaise, mais bien avant, nous parlons du Community Shield, remporté Franck Nounyama le week-end dernier par Manchester City, 2-0 avec la manière. City déjà envoie un signal très très fort aux autres prétendants au niveau de cette première ligue. C'est un signal fort. C'est un champion en titre au niveau de l'Angleterre. Vous connaissez Pep Guardiola, je crois qu'il a gagné son premier titre à la fin de la saison dernière et il a envie de continuer sur le même rythme. Il a les joueurs pour ce premier trophée de la saison, arriver au sommet d'une telle compétition. Je pense que c'est toujours un bonus, c'est un paramètre qui va forcément booster le moral des joueurs avec ce doublé de l'Argentin que vous connaissez parfaitement, Agüero. Donc je pense que c'est bien parti pour cette saison et City, il faut encore compter avec cette équipe. Fifi, vous avez vu cette équipe de City la saison passée avec des statistiques hallucinantes. Est-ce que City est parti pour conserver son trophée? Oui, moi je dis que City est archi favori encore une fois cette saison de la première ligue anglaise. Et ça ne m'étonne pas de voir City battre Chelsea 2-0 lors de la Community Shield. Oui. Parce que City avait les arguments, City avait terminé le championnat sur une très bonne note et City a conservé pratiquement son équipe. On n'a pas vu de grands départs au niveau de cette équipe. Ça veut dire que l'équipe est là compacte pour une nouvelle saison et c'est tout à fait normal de voir City encore battre cette saison et c'est une belle saison qui s'annonce pour Pep Guardiola et ses éléments. Roméo, pour planter le décor, à quoi s'attendre, City et les autres ou City avec les autres? Vous connaissez bien la première ligue anglaise. C'est difficile de faire le doublé. Les autres aussi sont là, ils se préparent. La dernière fois qu'un club a fait un doublé, c'était en 2009 avec Manchester United, d'un certain Alex Ferguson. Cette fois-ci, c'est Manchester City qui peut-être sur le point de réaliser ce doublé-là. Oui. Vous connaissez bien Pep Guardiola, c'est un monsieur qui a fait des titres. Peut-être il veut faire de City ce qu'il a fait de Barcelone. Oui. On attend de voir. Et dans ce match face à Chelsea, il faut également reconnaître qu'il y a au moins 2 cadres des Blues qui n'étaient pas présents. Oui. N'Golo Kanté après le mondial, Olivier Giroud, même s'il a fait un mondial assez transparent au niveau des buts, il n'en a même pas marqué. Mais ces 2 joueurs sont très importants pour Chelsea aussi. Il faut remarquer que le staff technique a changé. C'est Sarri qui a pris la place de Kanté. Donc il faut mettre les nouvelles dispositions
disposition pour permettre à cette formation de se relever, parce que Chelsea a passé une saison très très catastrophique. Chelsea qui n'a pas pu assurer une place pour l'Europe. Je crois que c'est pas bien pour les Blues, mais il faut compter également avec Manchester City, Manchester United et Liverpool aussi. Donc la saison s'annonce un peu compliquée pour Pep Guardiola. Vous avez touché du doigt Manchester United, on en parle, et curieusement, c'est Manchester United qui ouvre le bal de cette nouvelle saison 2018-2019 de la Première Ligue anglaise. Joël Aïe, Mourinho n'a pas eu d'arrivée, il a sollicité des joueurs, mais le board n'a pas accepté de lui donner le carton blanc. Qu'est-ce qui se passe du côté de United ? Non, on ne peut pas dire qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est vrai que Mourinho n'a pas réussi à faire entrer de nouveaux joueurs. Seulement, il s'est donné jusqu'au prochain mercato pour faire des recrutements. Pour le moment, il est en discussion avec son bureau et son administration, sa direction. Mais il veut certains joueurs. Bon, je sais qu'au niveau des grands clubs, il y a toujours ces discussions. Est-ce qu'il ne part pas déjà perdant sur la saison Mourinho ? Non, pas perdant, parce que il fait confiance à certains joueurs de l'effectif actuel. Il y en a qui veulent partir. Il y en a qui veulent partir. Oui, notamment Pogba, par exemple. Oui, lui, il veut partir. Bon, c'est parce que il ne se sent plus trop à l'aise avec Mourinho. On le connaît déjà. C'est un monsieur, quand il vient, il casse avant de repartir. Bon, on sait quand même que d'ici le mercato prochain, il y a des joueurs en liste, en vue, qui vont rejoindre l'effectif. Ça, c'est sûr. Il parle bien comme un avocat. Franck Lunyama, on sent que du côté du United, c'est du dur, parce que on a vu David Moyes passer, Louis van Gaal passer. On a du mal à succéder à Sir Alex Ferguson. Oui, ce n'est pas facile de remplacer un technicien comme Alex Ferguson qui a fait, on va dire, près de 30 ans à la tête des Red Devils. Donc, vous avez parlé de son doublé entre 2009, 2008, 2009. Oui, donc je pense que c'est quelqu'un qui va être très difficile à remplacer maintenant. Lui-même, un jour, avait dit, quand je partirai, mon successeur, j'aimerais que ça soit José Mourinho. Aujourd'hui, il est là, il est venu prendre un club après son aventure à Chelsea. Pour le moment, il ne réussit pas grand-chose. Mourinho, il est très critiqué parce qu'il a des joueurs capables de pouvoir produire du jeu, mais il préfère un football béton qui défend et qui surprend l'adversaire. Pour l'instant, ce n'est pas le beau jeu avec de jeunes joueurs comme Lingard, comme Rashford, comme Pogba qui sont capables de pouvoir produire du jeu, mais malheureusement, ce n'est pas la philosophie de José Mourinho. Donc, sur ce plan, il est extrêmement critiqué. Il a réussi à être deuxième la saison dernière et cette fois-ci, l'objectif, c'est d'être champion d'Angleterre. Et par rapport à ça, il a la pression. Et puis, vous l'avez dit, il n'a pas commencé, on va dire, un mercato estival assez intéressant. Il a attendu des joueurs qui ne sont pas venus. Il a voulu prendre pour renforcer sa défense centrale Diego Godin, le capitaine uruguayen, qui n'est pas arrivé. Donc, je pense que c'est un tout petit peu mal parti pour le technicien portugais, parce que lorsque vous n'arrivez pas à prendre des joueurs maintenant pour le mercato hivernal, les meilleurs ne sont pas sur le marché. Donc je pense que là, Mourinho est un peu embrouillé dans sa tête. Maintenant, il a un groupe qui se connaît, il a un groupe qui fait un peu le mélange entre l'expérience et la jeunesse. Donc je pense que si Mourinho a envie de jouer, change un peu de philosophie, il peut embêter les autres autrement. Je crois que ce football béton ne le conduirait nulle part. Roméo, aujourd'hui, pour cette nouvelle saison, quels sont les favoris, les trois favoris de cette Première Ligue pour vous ? Comme toujours, il y a City, Manchester United, puis je place aussi Liverpool. Oui, Liverpool, je vois Liverpool parmi les trois premiers à l'issue de ce championnat, parce que Liverpool nous a montré des choses assez intéressantes la saison dernière. Mais on peut également compter avec Arsenal, avec ce changement de staff technique, voir Unai Emery qui remplace Wenger. Voilà, donc Arsenal parmi les Européens la saison prochaine, c'est possible également pour les Gunners. Maintenant, au niveau du milieu de tableau, on peut espérer voir peut-être Leicester, ancien champion d'Angleterre, revenir surtout dans cette première ligue. Et puis, pourquoi pas au niveau des promus, Fulham, de Flo d'Haïti. J'aimerais bien voir cette équipe aussi assurer son maintien. Ah oui, intéressant, parce que là, Roméo parle de City, United et Liverpool comme favoris. Vous, Fifi, votre registre de favoris ?
Oui, je vois de la même manière que dans l'ordre. Je vois, je l'avais dit tout à l'heure que pour moi, Manchester City est encore favori, même si en Angleterre, c'est difficile de voir un club enchaîné à ce niveau. Mais je crois que cette équipe est capable d'aller encore chercher la première place. Maintenant, Manchester United aussi est capable de déranger cette équipe. Il a déjà fait la saison dernière, même si l'écart était considérable. Manchester United a terminé quand même deuxième la saison dernière. Et comme le disait Franck tout à l'heure, on critique Mourinho pas rapport au résultat. Le résultat quand même terminé deuxième de la première ligue, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est par rapport à la manière de jouer. Aujourd'hui, si l'administration ne veut pas peut-être pas laisser Mourinho prendre ses joueurs, c'est parce que peut-être au niveau de l'administration, on pense que Mourinho a les joueurs pour faire quand même quelque chose de formidable et qu'on ne voit pas encore Mourinho utiliser très bien ces joueurs-là. Quand on a une équipe comme ça avec les Alexis Sanchez, les Rashford, les Lingard et tout, Lukaku devant, vous voyez déjà tout ça là derrière avec les Jones et tout ça, on se dit qu'on a quand même les armes pour aller loin. Donc moi je pense que Manchester United, si José Mourinho décide maintenant de jouer au football, peut également déranger cette équipe-là. Maintenant, Liverpool, par rapport à ce que Liverpool a fait la saison dernière en Ligue des champions, et Liverpool qui a réussi quand même à conserver également son effectif avec Salah qui est resté. Ils ont renforcé avec Naby Keïta. Naby Keïta qui est arrivé, Salah qui est resté et Mané qui est resté. Voilà, donc je me dis Liverpool est aussi capable de faire quelque chose dans ce championnat-là. Et voilà, donc pour moi, les trois premiers restent ces clubs-là. Maintenant, Chelsea, avec le changement d'entraîneur, avec peut-être pas Chelsea par rapport à la saison dernière, ce qu'il a produit, on se dit que cette saison, est-ce que psychologiquement cette équipe est prête à aller à la bataille avec un nouveau coach qui est arrivé, qui va amener sa philosophie et tout. Est-ce que Chelsea est quand même capable d'aller affronter ces grands-là? Mais si psychologiquement ils arrivent à faire un travail et que et le coach aussi arrive à imposer voilà, sa philosophie de jeu. Chelsea aussi peut faire quelque chose. Un mot sur Fulham de Togolais. Quel rôle pour Fulham? Fulham va essayer de se maintenir. Moi, je dis toujours que les clubs qui arrivent, les clubs qui viennent de la deuxième division, leur première ambition, c'est de se maintenir d'abord. Et c'est ce que Fulham va chercher dans un premier temps. Ils sont en train de recruter énormément. On parle même de Anguissa qui pourrait arriver là-bas. Pour 30 millions d'euros. Voilà, donc tout à l'heure. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait, voilà. Donc, moi, je me dis que la manière dont ils sont en train de recruter, c'est bon signe, c'est qu'ils ont envie de rester. De faire quelque chose. De rester. Donc, après, s'ils arrivent à se maintenir, ils vont aller chercher loin. Ce sera un peu compliqué pour Fred Haïti d'être tout le temps titulaire quand même. Franck, votre mot sur les favoris de cette nouvelle saison de Première naturellement, on regarde les Citizens comme, on va dire, leader naturel de ce championnat par rapport à ce qu'ils ont montré et les joueurs dont ils disposent. Après, derrière, on va parler de Manchester United, on parlera de Chelsea et de Liverpool. Liverpool qui, avec cet entraîneur allemand, Jürgen Klopp, est en train de faire de très bonnes choses et dispose d'un quatuor offensif intéressant avec Nabil Keïta qui vient s'ajouter à Mané, à Firmino et puis à Mo Salah. Donc c'est une équipe qui est très attendue et qui peut même bousculer la hiérarchie cette fois-ci parce que je vois Liverpool faire une saison meilleure que ce qu'on a connu il y a juste quelques mois. Donc je pense bien que on va compter avec City, on va compter avec Liverpool, Manchester et Chelsea. Les quatre. C'est les quatre que je vois maintenant. Nous sommes en football. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Comme on peut voir également Fulham, pourquoi pas. Pourquoi finir un champion. Et on va s'intéresser aux promus. Ils sont trois. Roméo, il y a Cardiff, il y a Fulham, il y a Wolverhampton. On peut dire que objectif, maintien? Oui, maintien pour ces clubs-là.
On a vu ce que Leicester a fait. Ça peut être un exemple pour les promus. Leicester, première saison, ça n'a pas marché. La saison qui a suivi, on a vu cette équipe-là qui a soulevé le trophée. C'est intéressant pour ce promu-là. Maintenant, vous connaissez bien la première ligue. Si vous n'avez pas des moyens, surtout humains, c'est un peu compliqué de pouvoir terminer la saison parce que ces clubs-là seront forcément sur les autres tableaux. Donc, il faut avoir une profondeur de banc pour pouvoir terminer la saison et assurer son maintien. Et on va s'intéresser au calendrier de la première journée de cette première ligue anglaise. Exceptionnellement, ça démarre un vendredi, ce qui est quand même curieux. Et c'est à partir de 19h, Manchester United rencontre à Old Trafford Leicester. Demain samedi, Newcastle reçoit Tottenham. Huddersfield joue face à Chelsea. Crystal Palace se déplace à Fulham. C'est un mini derby de Londres. Bournemouth face à Cardiff City. Watford reçoit Brighton. Et puis Wolverhampton sera face à cette formation d'Everton. Et puis dimanche, Liverpool reçoit à Anfield Road West Ham United. Burnley croise Southampton. Et puis le premier choc de la saison, c'est Arsenal face à Manchester City. Ah oui, Unai Emery qui va découvrir la première ligue. Pep Guardiola, il y est déjà. Un petit mot sur cette affiche Arsenal City. Oui, c'est déjà passé. On savait très bien que Unai Emery vient d'arriver. Bon, Arsenal, c'est pas PSG. C'est pas le même niveau. Moi, je ne vois pas Arsenal passer devant City. Arsenal est à domicile. Hein. Oui, mais ça veut rien dire. Aujourd'hui, City est capable d'aller battre n'importe qui chez lui. Oui. Et ils le font, ils le prouvent à merveille d'ailleurs. Donc, sincèrement, je sais que c'est eux-mêmes qui choisissent les matchs selon un calendrier, je ne sais pas trop. Arsenal décide de jouer City d'entrée. C'est la fédération qui organise tout ça. Oui, bon, il y a toujours les managers quand même qui interviennent. Donc, vous avez les preuves, c'est ça? Oui, bien sûr, j'ai suivi un dossier là-dessus. Sincèrement, moi, je ne vois pas Arsenal tenir devant City. À la rigueur, limiter la casse, c'est tout. Ah sinon, bon? Oui. Donc, vous promettez déjà un mauvais début de saison pour Unai Emery? Oui, pas pour Unai Emery, mais pour Arsenal en entier. Parce que l'adversaire en face, bon, vous venez tous de le dire, tout le monde le constate, tout le monde sait qui c'est, City. Et Guardiola est capable de faire ce à quoi personne ne s'attend. Oh, mais la réalité des fiches de match est différente de la réalité du rectangle vert. Oui, mais sincèrement, quelles que soient les réalités, vous m'excusez, mais je ne vois pas Arsenal passer devant décidément, on ne pourra pas changer d'avis. Ça se comprend. C'est ce qui est dit sur la première ligue anglaise. Je veux dire que c'est le premier défi majeur d'Unai Emery qui a quitté Paris Saint-Germain pour Arsenal après 22 ans de wengerisme. Donc il faut changer tout ça. Ah oui, ça sonne bien, wengerisme. Il faut changer tout ça. Donc c'est une pression énorme pour le Basque. Et moi j'ai envie de dire que ça va être un très beau spectacle. Ce match choc de la première journée en Première Ligue. Donc je crois que Arsenal va vouloir jouer à fond ce match-là et c'est indécis pour moi. C'est vrai que City est favori pour la saison, mais je pense que Arsenal, au vu de la qualité individuelle du groupe, a les moyens également pour bousculer cette équipe. Et on va suivre de très très près ce choc et on en parlera lundi dans le débrief des majeurs. On fait le frein et direction le pays où on est champion du monde. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1 Conforama. Lacazette réussit le sien, 28 saisons sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous parlons de la Ligue 1 Conforama. Roméo, la dernière fois du côté de Shenzhen, bien sûr on ne parle pas chinois, mais le trophée des champions s'est déroulé en Chine. Le Paris Saint-Germain a éparpillé Monaco 4-0. C'était la surprise, même si le Paris n'a pas aligné son équipe type. Mais ce Paris Saint-Germain fait peur déjà. Passer 4-0 à Monaco, qui était donc le deuxième. Avec presque une équipe bis. Oui, c'est ce que je dis. Et ce qui est intéressant dans ce match, c'est la prestation de Timothée Weah. Ce jeune-là, c'est que peut-être qu'il n'aura pas la chance d'être parmi les titulaires et il en a profité pour faire son numéro. Ah, d'accord. Il a même marqué, je crois que c'est très bien pour le Paris Saint-Germain, surtout avec Thomas Tuchel. Timothy, c'est le fils de George Weah. Absolument. Mr. George Weah. Monsieur le Président. Donc, Tuchel qui a justement commencé bien sa saison avec ce premier trophée. C'est un monsieur qui a un peu, on va dire, la trempe de Pep Guardiola, qui a soif des titres, qui ne laisse passer quoi que ce soit. Et c'est très bien parti pour le Paris Saint-Germain.
Maintenant, il faut savoir gérer la suite de la saison. On sait que la plupart de ces joueurs étaient au mondial, certains dans des compétitions majeures. La fatigue peut s'inviter toutefois, mais vous savez, le Paris Saint-Germain avec cette équipe, si on peut l'appeler bis, peut également faire le turnover, permettre à certains de respirer un peu, mais c'est très bien parti pour les Parisiens. Ah oui, c'est un message fort qu'envoie le club francilien à tous les autres en Ligue 1 Conforama, Fifi. Oui, bien sûr, mais moi je me dis que est-ce qu'aujourd'hui les autres s'attendent encore à gagner encore en Ligue 1 Conforama? Oh là là, pourquoi pas, Fifi? Pourquoi pas? Oui, non, même dans la tête, même Payet disait la dernière fois que le Paris Saint-Germain est favori de la Ligue 1. C'est une démission, vous pensez? Oui, j'ai l'impression que c'est une démission. Maintenant, au niveau du Paris Saint-Germain, la Ligue 1, conformément, ne doit plus être une très grande ambition. On en a gagné tellement qu'aujourd'hui... Pour Paris, maintenant, c'est l'Europe qui doit être vraiment... l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1. Parce qu'on sait qu'en Ligue 1 Conforama, le Paris Saint-Germain est archi favori. Le contraire va étonner tout le monde à la fin de la saison. Quand on retrouve Paris 2e ou 3e, ce serait une surprise. Quelque chose que Monaco a fait en 2016-2017. 2017, bien sûr. Maintenant, mais quand même aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain-là, on l'a vu face à Monaco avec des jeunes comme Koukou et Timothy Weah passer 4 buts à Monaco. C'est clair qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en principe... Bon, peut-être à ce niveau, Monaco n'était pas très intéressé par le trophée des champions. Bon, moi, je ne crois pas. C'est quand même un trophée. Et quand on va pour jouer pour un trophée, pour un titre, on joue à fond. Maintenant, le Paris Saint-Germain, avec l'absence ce jour-là de Neymar, Cavani... Même s'il est bon à la petite minute. Il est rentré en fin de match. Neymar, Cavani et puis l'autre Mbappé. Voilà, on a vu le Paris Saint-Germain dérouler encore une fois. Donc, pour vous, l'objectif pour le Paris Saint-Germain cette saison, ce n'est pas la Ligue 1, mais la Ligue européenne. Ça doit être la Ligue 1, parce que pour moi, la Ligue 1, en principe, c'est déjà gagné. Avec l'effectif, le Paris Saint-Germain doit gagner la Ligue 1. Mais maintenant, c'est voir le Paris Saint-Germain en Europe. Vivement. Parce que si cette saison, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue 1, gagne les coupes comme depuis 2 ou 3 ans. Oui, ça arrête en quart de finale de Ligue des Champions. Ce sera une saison... Raté. Il a finalement lâché le mot. Et quand on parle de Paris, on ne pourra pas passer sous silence l'Olympique de Marseille. Oui, le club de la Canebière amené par un certain Rudy Garcia est également prêt pour quand même, aller titiller cette équipe de Paris et avoir pour objectif la Ligue des Champions. Nous écoutons l'entraîneur phocéen Rudy Garcia. Les deux équipes vont avoir à cœur de bien débuter, mais nous, on est chez nous. Et ce qu'on veut, c'est prendre 3 points. Il faut qu'on soit capable de surpasser déjà sur ce premier match et surtout de faire un résultat. Au-delà de la manière, c'est le résultat qui va compter contre Toulouse. Il faut que ça booste les joueurs. Il faut qu'ils aient envie de donner tout ce qu'ils ont en ce moment. Et Dieu sait si on leur a tiré sur la corde. Franck Luyama, il a dit qu'il va falloir gagner les 3 points face à Toulouse. C'est ce soir également en ouverture de la Ligue 1. Ce serait important de prendre 3 points d'entrée. C'est toujours bien pour les clubs, pour les joueurs. En début de saison, on sait que les automatismes ne sont toujours pas en place. Marseille, lorsque vous faites un peu le bilan, une petite victoire sur les 7 derniers matchs d'avant-saison, ce n'est pas, ça fait peur. Maintenant, ce n'est que des matchs amicaux. Et Rudy Garcia, son avantage, c'est d'avoir le même groupe, un groupe soudé depuis, même si Anguissant, qui joue un rôle important au milieu de terrain, vient de partir pour Fulham. Je pense que l'Olympique de Marseille a les moyens de s'imposer face à Mathieu de Séville et ses coéquipiers. Donc, maintenant, sur l'ensemble de la saison, Fifi l'a dit, on connaît bien le résultat. Ce sera un scandale que Paris ne soit pas champion. Donc, je pense qu'à ce niveau, on ne discute même pas. Paris, sur le plan structurel, infrastructurel, dépasse tout le monde. Il n'y a rien à dire. L'interrogation, c'est Thomas Tuchel. Qu'est-ce qu'il va pouvoir produire? Parce que cet entraîneur n'a rien gagné à part une Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund. Donc, au niveau du Paris Saint-Germain, c'est l'Europe. Au moins les demi-finales de la Ligue européenne des champions pour qu'on sente une certaine évolution dans la vie du club sur l'échiquier européen. Si Paris ne fait pas ça, c'est un échec, c'est un fiasco. Donc, je pense que pour cette première journée, Marseille, quand on revient sur le club phocéen, les armes pour tenir ou bien pour battre Toulouse Football Club. Oui, Toulouse, avec Mathieu de Séville, on va l'ouvrir tout à l'heure la page Mercato, mais c'est on peut dire un bon match de départ pour
de TFC. Hein. Oui, mais c'est un peu compliqué pour le TFC. Le TFC. Vous êtes arrivé. Parce que la saison dernière, cette équipe est passée par le barrage pour pouvoir se maintenir. In extremis. Donc, cette saison, l'ambition pour Toulouse, c'est le maintien. Oui. Mais il faut savoir qu'aucune équipe n'est jamais prête avant le début de la saison. Donc, il faut commencer bien la saison. Et c'est face à Marseille. Marseille qui a disputé la finale de l'Europa League, même battu par Atlético Madrid 0 but contre 3. Mais l'ambition pour Marseille, c'est de soigner son image. C'est maintenant de dérouler son programme, son projet pour ce rêve-là des Phocéens, d'être un peu plus représentatif sur le plan européen. Donc, il faut gagner ce premier match. Et ce premier match va être très important pour les Phocéens et aussi pour les Toulousains. Oui, important parce qu'on a un groupe qui est là depuis quelques moments, a reconnu le capitaine peut-être de cette saison, Dimitri Payet, que nous allons écouter. On se connaît et je pense que sur ce premier match, il faudra jouer là-dessus, que ceux qui jouent sont là et on a vu l'année dernière que tout le monde était important pour nous. Ah oui, tout le monde est important pour nous, même si Anguissa, lui, il est parti de l'autre côté. Marseille, cette saison, vous voyez cette équipe accrocher une place en Ligue européenne des champions? Oui, possible. Très possible d'ailleurs, parce que ce que Payet vient de dire, effectivement, ils ont conservé la majorité des joueurs. Oui. Et moi, ce que je crains le plus, c'est les matchs de vendredi pour Marseille. D'accord. Parce que les années antérieures, surtout l'année passée, Marseille a perdu beaucoup de matchs, ou bien a fait beaucoup de matchs nuls les vendredis, et même à domicile. Une sacrée superstition. Donc, sincèrement, je crains fort pour Marseille, pour les matchs de vendredi, mais par rapport à l'effectif en face, je vois quand même Marseille passer. Marseille peut passer et accrocher même une place européenne à la fin de la saison. Et on attend de voir Fifi qui veut réagir là-dessus. Oui, moi, je suis un peu désolée, un peu inquiète pour Marseille parce qu'on a vu que la saison dernière, Marseille, par moment, face aux grands, était limitée. Et je m'attendais à ce que Marseille fasse venir quand même quelques renforts dans son effectif. C'est vrai que c'est une équipe compacte qui joue bien ensemble et tout, mais face aux grands, Marseille a eu toujours des problèmes. En temps, on parlait de Balotelli, finalement, n'est jamais arrivé. Oui. Et on n'a pas vu aussi des arrivées au niveau de Marseille pour renforcer un peu cette équipe au niveau de la défense et au niveau surtout de l'attaque. Et parce que Palais Germain, par exemple, n'est pas aussi un attaquant de très grande classe. Kostas Mitroglou. Voilà, aussi n'est pas... Tristan Dieng. Ce ne sont pas des acteurs. Thauvin a fait une très belle saison, c'est vrai. Thauvin, Payet, voilà, ce sont les forces de cette équipe de Marseille. Donc, moi, je me dis, Marseille aurait pu quand même faire venir 2 ou 3 renforts pour pouvoir titiller le Paris Saint-Germain, Monaco et Lyon au cours de la saison. Même Marseille ne l'a pas fait. Voilà. Ce n'est pas peut-être encore tard. Hein. Ce n'est pas peut-être encore tard, mais on ne voit. Oui, on ne voit pas. On n'entend pas. Vous ne voyez pas d'ambition. Voilà, à ce niveau-là, on a parlé beaucoup de Balotelli, on a fait un bouquin autour de l'arrivée de Balotelli. Finalement, Balotelli n'est pas arrivé. Et puis, on ne parle pas aussi de grandes arrivées au niveau de Marseille. Anguissa aussi, qui était quand même là, en milieu de terrain, vient de partir. C'était un espoir qui est parti quand même pour Marseille. Hein. Oui. Un bon espoir pour Marseille. Oui, c'est quand même un bon joueur en milieu de terrain, en récupération. Même s'il a trouvé la faute en finale. En finale, oui, on sait que c'était quand même la finale et c'était pas évident. Oui, une grosse pression. Donc, moi, c'est là où je suis un peu inquiète pour Marseille. Mais quand même, Marseille va jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison. Franck Gougnamant, à part le Paris Saint-Germain, qui voyez-vous derrière ce club francilien, Monaco, Lyon, Marseille? Sur le plan budget, on l'a dit, le Paris Saint-Germain est devant. Il va falloir là-bas gérer aussi les égos avec les médias français qui placent déjà le jeune Mbappé devant Neymar. C'est mal parti au niveau de la com? Oui, je pense qu'il faut pouvoir gérer ça. Thomas Tuchel doit s'imposer tout de suite, sinon il va avoir des problèmes avec les champions du monde que sont Mbappé, que sont Areola et puis tous les autres qui sont dans ce club. Et derrière, Monaco vient avec, on va dire... il y a presque rien, hein, même s'il y a Ronny Lopez. Oui, c'est l'éternel recommencement un peu. J'ai écouté l'entraîneur Jardim parler. Il est pas très sûr de ce qui va se passer cette saison, mais au vu de l'expérience qu'ils ont, on peut dire qu'ils peuvent tenter toujours d'accrocher la 2e place. Lyon est en embuscade parce que Lyon a des envies. A fini très très fort la saison dernière. Ne veut plus faire les choses à moitié. On veut aller devant. On a conservé le noyau important du groupe. On a fait venir quelques jeunes. Donc c'est possible pour Lyon d'être sur le podium et puis Marseille derrière,
qui va pouvoir jouer un peu le rôle de trouble-fête. Oui, Marseille est capable d'être deuxième, troisième. Maintenant, il va falloir jouer sur le terrain. On a fait venir qu'un défenseur central, le vice-champion du monde croate, le nom m'échappe. Sinon, Rudy Garcia réclame toujours un attaquant de classe. Balotelli n'est pas venu, on l'a dit. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le point d'interrogation est là. On attend de voir. Et puis, il y aura une cérémonie assez spéciale du côté des clubs qui ont en leur sein les champions du monde français. Nous parlons par exemple de Marseille avec des joueurs comme Adil Rami, Florian Thauvin. Il y aura le trophée de la Coupe du Monde qui sera exposé au public, histoire de leur faire découvrir ce trophée. Ce sera le cas également. Pardon? La réplique. Ah oui, ça il faut préciser. Oui, merci beaucoup. C'est pas l'original. On ne laisse pas l'original comme ça. Ce n'est pas l'original. On fera la même chose du côté de Paris Saint-Germain lors du PSG Camp avec les champions du monde comme Alphonse Areola, Presnel Kipembe et puis Kylian Mbappé. Du côté de Monaco, ce sera avec Djibril Sidibé et puis du côté de Lyon avec Nabil Fekir. Et on va s'intéresser. Mais bon, moi je me disais que si c'était toute la France qui a gagné la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont dans ces clubs-là. Pourquoi ne pas faire passer ce trophée-là dans tous les stades? Pourquoi pas? C'est une organisation. Voilà, justement, une organisation de la Ligue professionnelle de football du côté de la France. En les lisant, il disait que c'est quand même toute la France. C'est toute la France. C'est toute la France, sans exception. C'est quand même mieux. C'est quand même une belle initiative. Une belle initiative. À apprécier. Vous savez, les Français, ils amplifient tout, ils ont gagné quand même la Coupe du Monde. À juste titre, non? C'est à juste titre, cette fois-ci. Parce qu'ils ont quand même gagné la Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Justement, on va s'intéresser au match de samedi. Nantes qui reçoit Monaco. Saint-Etienne joue contre Guingamp, Nice, Reims avec Alexis Romero, on va parler tout à l'heure. Montpellier qui sera en face, qui aura en face Dijon. Nîmes qui se déplace à Angers, Lille, Rennes. Puis dimanche, l'Olympique Lyonnais accueille Amiens. Strasbourg sera au révélateur de Bordeaux. Et puis en clôture, on aura le Paris Saint-Germain face à Caen. Peut-être s'attendre à, pourquoi pas 3-0, 4-0. On attend de voir. C'est pas facile de commencer. La saison dernière, le Paris Saint-Germain a commencé avec une victoire 2-0. Une victoire difficile face à un promu. C'était face à un promu, je crois, à Amiens. C'est ça. Vous le dites si bien. Peut-être que c'est déjà un présage. On va écouter quelques témoignages sur Thomas Tuchel. Franck, vous en parlez tout à l'heure. Il a une lourde responsabilité, mais au même moment, il est très très apprécié du côté de Paris. C'est un entraîneur qui aime bien parler avec les joueurs, qui aime bien aller vers ses joueurs, mais aussi quand il est sur le terrain, il est beaucoup exigeant. Mais en dehors, il a beaucoup de joie, il a beaucoup d'énergie. C'est un coach qui a les pieds sur terre, qui parle beaucoup, qui communique beaucoup, qui est très proche des joueurs, toujours souriant, qui sait être dur quand il le faut, mais un coach qui est droit et on apprécie, on aime très très bien. Il y a une partie de la phrase qui m'intéresse, il est dur quand il le faut. Oui, il est dur quand il le faut, surtout sur le terrain. Donc, je crois que c'est un mental d'un entraîneur qui sait ce qu'il fait. Vous prenez cet entraîneur, même au vestiaire après le sacre face à Monaco, il chantait. Oui, tout à fait. Ça n'arrive pas très souvent de voir un entraîneur en tête de chanter devant ses joueurs, mais il l'a fait. C'est pour montrer à ses joueurs que, en fait, ils sont une famille. Donc, quand il y a la joie, il faut être dans la joie. Quand il faut travailler, il faut être sérieux dans le travail. C'est bien parti parce qu'il a bien commencé sa communication. Et quand vous mettez vos joueurs à l'aise, je pense que tout ce que vous allez passer comme message, ça va rentrer dans les oreilles. Franck, vous l'avez dit, ce sera facile pour Tuchel cette saison. Oui, je pense que quelqu'un qui a déjà fait le Borussia Dortmund n'aura pas peur du travail qu'on lui présente au niveau du Paris Saint-Germain. C'est vrai que les ambitions sont outre, on va dire, là-bas, mais par rapport à ce qu'il a commencé, Roméo l'a dit, je crois qu'il est très à l'aise, détendu. C'est lui-même qui a entonné la chanson et qui prend le devant. C'est vraiment intéressant et les témoignages des joueurs, il vient de le dire, justement. Quand on voit Marquinhos qui dit il sait être dur quand il le faut, le jeune défenseur rimanais, donc je pense que c'est bien parti. Maintenant ça va se jouer sur le terrain. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence avec son 3-5-2 au lieu du 4-3-3 classique? Le Paris Saint-Germain a l'habitude de mettre sur, on va dire, ça aussi, ce serait une découverte. Une découverte. Depuis ses matchs amicaux, même face à Monaco, il est dans son 3-5-2.
veut. Comme quelqu'un au Togo. Voilà, donc je pense que c'est un entraîneur bien qui veut ressembler un peu à Pep Guardiola. Oui. Quand il est sur le travail, il est dur, il est même méchant entre griffes. Oui. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance pour l'instant. Et on le suivra de très très près. La presse française également ne va pas du tout le lâcher d'un iota. Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur de cette formation du Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci le break et on file dans le pays où on a perdu l'étoile. Salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, jaga la primera, gol. Et nous parlons de la Supercopa de la Liga au niveau de l'Espagne entre le FC Séville et le FC Barcelone. Et pour une première, ça va se dérouler à l'étranger, Roméo Yetor. Oui, ça se joue donc à Tanger au Maroc. Une décision prise par la Fédération espagnole de football, même si les supporters ou les fans du foot espagnol ne sont pas d'accord. Je crois que c'est une bonne chose également de délocaliser parfois les compétitions. Vous voyez même le trophée des champions au niveau de la France qui se joue à l'extérieur donc du pays. Heureusement pour les Espagnols que c'est juste à côté le Maroc. Justement. Donc ils auront peut-être le moyen le plus facile d'aller au stade. Oui. Et ça va se jouer sur un terrain neutre. Donc on ne va avantager aucune équipe. C'est déjà bien pour ce début de saison. Et on va tester également cette vidéo assistance dans le football espagnol. Tout à fait. Ça aussi c'est une nouveauté. Et le match se joue seulement sur une seule rencontre. Ce n'est plus un aller-retour. Donc vous gagnez ce premier match ou ce unique match et vous êtes champion. Bon, super champion, puisque c'est la Super Coupe. Fifi, la Super Coupe d'Espagne, le Barça, champion déjà champion. Là-dessus, hein. Oui, là-dessus, sur le terrain, il n'y a pas de photo. Hein. Face à Séville, je ne vois pas Séville déranger cette équipe de Barça. Je crois que le Barça va gagner ce match-là. Lors de la finale même de la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, merci, c'était assez compliqué pour le FC Séville. Ah oui, la VAR qui va faire son entrée en Liga espagnole. Vous étiez pour cette VAR-là en Coupe du Monde ou contre ? Non, j'étais pour. Il faut dire que cette VAR a sauvé certaines situations. Quand bien même, on se demande si c'est contre nos frères que ça a été mis en place. Bon, c'est un autre débat. Oui. Bon, je pense que c'est une bonne chose, hein, surtout quand c'est bien organisé, il n'y aura pas de polémique dessus. Bon, certains disent que la VAR fait perdre au football son essence même, c'est-à-dire que les valeurs du football. Mais je me dis à quelque part, nous sommes en train d'évoluer, nous parlons de numérisation. Oui. Alors pourquoi ne pas essayer ça aussi? Et surtout bien l'organiser pour éviter que ça défavorise une équipe en faveur de l'autre. Je suis quand même pour, mais qu'elle soit bien organisée. Ah oui, on va suivre de très très près cette Super Coupe d'Espagne. Oui, votre mot là-dessus, Franck Nounyama? Oui, les premiers matchs de la saison étaient difficiles, donc attention, le Barça est favori, rien à dire. Maintenant, en face, c'est le Football Club Séville. Oui. Ça peut se jouer sur un détail. Ça peut se jouer sur un détail. Donc, le fait de délocaliser aussi les matchs, je crois que l'Espagne copie un peu la France. Justement. C'est le marketing derrière. Même l'Italie aussi est passée. On va faire rentrer beaucoup d'argent. Oui. Ce n'est pas pour rien que Paris Saint-Germain et Monaco ont joué en Chine la dernière fois, en Shenzhen. C'est des millions d'euros derrière pour la ligue professionnelle. Ils se sont fait beaucoup d'argent et puis on profite pour faire la promotion un peu de ces championnats-là. Donc c'est bien pour l'Espagne qui a le meilleur, sinon l'un des meilleurs championnats au monde, de pouvoir se faire voir ailleurs et drainer de l'argent vers ce championnat. Un dernier mot là-dessus? Avant l'ouverture de la saison, Roméo? Bon, on sait que le Barça peut-être est super favori cette saison. Avec des recrues, on va en parler également tout à l'heure. Oui, mais c'est important aussi de gagner ces matchs-là pour rassurer les joueurs, pour se mettre dans une bonne dynamique. On sait que la plupart des joueurs barcelonais n'ont pas passé un très bon mondial. Donc c'est le moment de se relancer et puis de se donner une nouvelle ambition. Merci beaucoup Roméo Yetor. On file en Outre-Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et en Allemagne, pas question de délocaliser. C'est la Super Coupe d'Allemagne entre l'Eintracht Francfort et le Bayern Munich. Oui, c'est une affiche spéciale, surtout pour le nouvel entraîneur Niko Kovac,
qui était l'entraîneur de l'Eintracht Francfort et qui vient de prendre en main la destinée du Bayern de Munich. C'est un match spécial pour lui. Maintenant, sur ce match, on va dire que le Bayern de Munich, même si on s'apprête à transférer le champion du monde Boateng vers le Paris Saint-Germain, je pense que cette équipe bavaroise est favorite sur ce match-là. Oui. Mais attention, comme on vient de le dire pour Séville et Football Club Barcelone, sur ces genres de matchs, tout peut se jouer parce que c'est le début de la saison. Et surtout, la saison dernière, c'est Francfort qui a battu le Bayern. Qui a battu le Bayern. Donc, il faut faire très attention. La pression va être du côté bavaroise désormais parce que dans la tête de Francfort, des joueurs de Francfort, on se dit oui, on l'a fait, pourquoi ne plus répéter? Donc je pense que c'est un match difficile pour les Bavarois et surtout pour Niko Kovac. Ah oui, c'est quand même curieux, Fifi, l'entraîneur qui vous fait gagner la saison dernière, vous changez de costume, d'équipe. Le football est vraiment... Voilà, c'est... Bon, pas fabuleux ou... C'est fabuleux, quand même. Et ça... De faire gagner un club et se retrouver la saison qui suit face à ce même club là, moi je pense que le Bayern est favori. Maintenant, un match comme on le dit, on a l'habitude de le dire, un match de 90 minutes et quelque chose peut se passer et voilà, on ne gagne jamais d'avance, mais pour moi, le Bayern reste favori. Voilà qui est dit. Fertig, Uba das Bundesliga. On reviendra la saison. On va reprendre très très bientôt, je pense, la semaine prochaine, parce que les Super Coupes d'Espagne et d'Allemagne se jouent ce dimanche, juste après-demain. Et on va revenir lundi pour débriefer tout ça. Et cette fois-ci, on ouvre la page du Mercato. De retour dans le studio Messanyami, c'est Plateau Foot Europe, la deuxième partie, le Mercato, le marché des transferts. La première grosse information de l'été, c'est le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin pour près de 100 millions d'euros. Roméo, c'est la première fois que cela arrive pour un joueur de 30 ans, plus de 30 ans pratiquement. Ronaldo qui quitte enfin le Real Madrid pour la Juventus. Étiez-vous surpris ou... on peut dire que c'était quand même dans les tuyaux. Je suis surpris de voir Ronaldo quitter le Real Madrid. Je pensais que ce monsieur allait terminer sa carrière avec les Madrilènes, mais il nous a surpris, comme l'a fait d'ailleurs son coach Zizou. Je pense qu'à un moment donné, il faut varier un peu les choses, même si certains comme Messi veulent finir leur carrière avec le FC Barcelone. À un moment donné, il faut changer un peu d'air, se donner de nouvelles ambitions. Cristiano Ronaldo a pratiquement tout gagné avec le Real Madrid. Donc, il n'a plus rien à démontrer avec les Madrilènes. Maintenant, c'est un nouveau défi qu'il se lance. Il faut relever ce défi. Il a fait l'Angleterre avec Manchester United. On a fait ce qu'il a fait avec les Red Devils. Il est arrivé donc en Espagne. Il a mis aujourd'hui le Real Madrid à un niveau on va dire extraordinaire, parce qu'il gagnait 3 Ligues des Champions d'affilée avec un joueur comme Cristiano Ronaldo. C'est très important, puis c'est extraordinaire. Maintenant, la Juve, ce n'est pas une équipe aussi de seconde zone. On sait ce que la Juve fait au niveau de la Serie A. La Juve qui a ambition de gagner cette coupe aux grandes oreilles. Et avec Cristiano Ronaldo, je crois que ça a été un très bon casting pour la vieille dame qui ne veut pas surtout vieillir. Elle se rajeunit à chaque fois. Je crois que c'est très bien pour le club italien. Ah oui, Fifi, la superstar portugaise qui débarque en Italie. Quel est votre mot là-dessus? J'ai été également surprise parce que je ne m'y attendais pas. Mais quand, avec un peu de recul et vous analysez les choses, vous comprenez aisément que Cristiano Ronaldo maintenant veut chercher de l'argent. C'est vrai qu'il en avait beaucoup déjà. Maintenant, il veut maintenant assurer sa retraite et tout. Et il est parti au bon moment parce que sur une très bonne note, il a tout gagné, tout ce qu'on peut gagner en Europe avec un club. Il a gagné et donc maintenant il peut aller à la Juve, même si la Juve ne gagne pas la Ligue des Champions avec lui. Lui, il aura quand même réussi sa carrière en Europe et maintenant c'est pour s'amasser de l'argent. Moi, c'est ce que moi je pense. Et voilà, bonne chance à Cristiano Ronaldo avec la Juve. Franck Munyama, la Juve, quoi qu'on dise, réalise une bonne affaire. Oui, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire, même si Cristiano Ronaldo est en phase terminale, 33 ans. On aurait souhaité qu'on mise un peu sur un attaquant plus jeune,
que le Portugal, mais vous savez, au niveau communication, au niveau marketing, vous savez ce que représente Cristiano Aveiro Ronaldo. C'est du lourd, rien à dire. Et ça va drainer d'autres supporters vers la Juve. Le championnat italien qui est un peu en perte de vitesse. Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, on met un peu la lumière sur le Calcio. Donc je pense que véritablement, Cristiano Ronaldo, c'est vrai, ça a été une surprise pour tout le monde. Parce que sa mère parlait d'un retour à Manchester United. Il a surpris tout le monde et il a posé ses valises dans le club, on va dire, bianco-nero. Et c'était curieux, Franck, c'est juste une bande noire qui sépare le blanc. Oui, quoi qu'on dise, il est quelque part encore dans le blanc. Donc je pense qu'il peut toujours apporter à cette équipe-là quelque chose qui lui manque en attaque. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur d'exception, si on peut le dire. Donc je pense que c'est bien, même si certains tifosi ne sont pas d'accord, parce qu'il y a des problèmes au niveau même des entreprises, du président, exactement. Qui a accepté de mettre autant de millions sur un joueur qui dépasse la trentaine. Donc je pense que c'est bien, c'est une nouvelle aventure. On verra bien ce que ça va donner avec la Juve. On reste en Espagne pour évoquer l'arrivée de Thibaut Courtois au Real Madrid. Oui, vers la fin donc vers la fin du mercato en Angleterre, Thibaut Courtois qui pose ses valises du côté donc de la Maison Blanche. Il dit que c'est un rêve réalisé. Oui, c'est un rêve réalisé. On sait que le jeune homme, enfin, c'est un plus jeune homme, Thibaut Courtois connaît bien la Ligue espagnole. Absolument. Pour avoir évolué du côté de l'Atlético Madrid. Mais vous savez que sur le banc espagnol, il y a un autre, Keylor Navas également, qui n'est pas mal avec le Real Madrid. Maintenant, c'est à ce niveau que moi, je trouve que la concurrence va être vraiment au top entre les deux gardiens. Maintenant, quand on quitte Chelsea pour le Real Madrid, c'est un très bon choix. On parle de 40 millions d'euros. Oui, parce qu'on va être en Ligue des Champions. Thibaut Courtois avec les Blues cette saison, c'est pas ça. C'est le mondial qui a permis donc à Thibaut Courtois de pouvoir arracher ce contrat-là. Sinon, en championnat, en première ligue, je crois que le monsieur n'a pas été à la hauteur. Justement, est-ce que le Real avait besoin d'un gardien? Moi, je me dis avec le départ de Cristiano, est-ce qu'on n'avait pas besoin de plus de joueurs de champ que d'un gardien? Comment voyez-vous la concurrence Thibaut Courtois-Navas? Ce sera quand même une grande concurrence. Mais quand Thibaut Courtois arrive, ce n'est pas pour rester sur le banc. Moi, je vois peut-être dès le début Navas sur le banc, mais maintenant, il va falloir que Lopetegui fasse un choix. Thibaut Courtois ne confirme pas, ou que Navas soit au fil des matchs ou bien au fil des entraînements plus performant. Peut-être que Thibaut Courtois pour revenir. Mais on verra bien. On verra bien. Justement, parce que le Real est également très attendu à tous les niveaux. Thibaut Courtois sera titulaire. Hein. Oui. On est en train de pousser sans lui dire Navas à la sortie. Je pense qu'il va être titulaire. C'est pourquoi on l'a fait venir. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Alors, évoquons également un autre transfert. C'est Arturo Vidal qui arrive au FC Barcelone. Quitte le Bayern. Hein. Oui, vous savez que c'est un destructeur. C'est du genre Gattuso. Donc, le Barça a besoin d'un joueur comme ça, surtout après le départ de Paulinho, qui retourne vers la Chine. Donc, il faut un joueur en milieu de terrain qui pourrait casser le jeu de l'adversaire. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, je pense que Arturo Vidal, le King comme on l'appelle, ne sera pas dépaysé. C'est un joueur bizarre qui peut jouer dans n'importe quel championnat. Donc, partout, de la plate des pieds jusqu'au... Donc on peut lui faire confiance et il peut faire le boulot. Pourquoi pas. On va s'intéresser à d'autres transferts, naturellement, notamment du côté de Liverpool, avec les arrivées de Naby Keita, de Fabinho. Est-ce que ces joueurs-là peuvent apporter quelque chose à cette formation de Liverpool? Oui, je peux dire. Bon, ils peuvent apporter quelque chose, surtout que c'est des joueurs individuellement qui sont, on peut dire, qui sont un tout petit peu en progression. Oui. Donc, avec ce nouveau challenge, bon, ils sont capables d'apporter quelque chose, d'aider l'effectif à maintenir. Seulement, je vois qu'ils ne seront pas trop, ce ne sont pas de vrais concurrents par rapport à l'ancien effectif. Bon, ils vont jouer quand même peut-être des matchs de coupe. De certains matchs aussi, qu'il y aura en période de turnover. Ils auront l'opportunité, bien l'occasion de s'exprimer. Mais je vois plus Fabinho jouer plus
que les autres partent. Oui, je le vois. Parce que l'attaque est déjà fournie. Hein. Très fournie. Parce qu'il faut voir Salah peut-être blessé, Mané qui peut-être ne se blesse jamais. Firmino, on va décider peut-être de lui donner du repos pour les voir s'affirmer, s'afficher. Mais ils sont capables aussi de bousculer cette hiérarchie. Absolument. Surtout Naby Keita qui est capable aussi de faire de bonnes choses. Oui. C'est de bons recrues, tu peux dire, mais ce ne sont pas des recrues, des vrais concurrents, comme on le dit. Naby Keita qui est arrivé pour 60 millions d'euros. L'Allemand connaît bien ce qu'il est en train de faire. Absolument. Il a pisté du côté de Leipzig. C'est ça, parce que vous savez que ce sont des joueurs à vocation offensive. Et quand vous prenez le côté offensif de Liverpool, on sait que c'est une équipe qui ne lésine pas sur les moyens. Mais c'est au niveau de la défense que Liverpool a un péché mignon. Maintenant, on recrute encore des joueurs. Est-ce que Fabinho, ce n'est pas le départ de Coutinho? Bon, peut-être, mais possible. Hein. Vous savez, Liverpool pour l'instant ne souffre pas au niveau de l'attaque. C'est au niveau de la défense que cette équipe devrait recruter. Là, ils ont pris beaucoup de buts en finale de la Ligue européenne des champions. Ils ont également recruté, c'est Manchester City, Riyad Mahrez. Qui arrive pour la bagatelle de 67 millions d'euros. On sait que les Citizens sont sur ce joueur depuis 2 saisons. Entre-temps, ça n'a pas réussi, mais Pep Guardiola aime le profil du joueur. Donc voilà pourquoi, après l'échec de la saison dernière, on est revenu là-dessus. Et Riyad Mahrez, vous savez, c'est un joueur qui a un pied gauche magique. Absolument. Qui peut jouer sur les coups francs, qui peut donner de très bonnes passes dans l'intervalle, dans le dos de la défense. Donc c'est le jeu en fait de Pep Guardiola. Donc il n'a pas lâché ce joueur. Au-delà de l'échec de la saison dernière, on est revenu là-dessus pour l'enrôler. Je pense que c'est un pas de plus pour l'international algérien et je crois que ce n'est pas mal pour Manchester City. Franck, un mot sur ce gardien, Arrizza Balaga, 80 millions d'euros, un jeune joueur de 23 ans. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est toute une Vous le connaissez ici? Je ne le connaissais pas. Arrizza Balaga, Kepa. Donc c'est une surprise. C'est une lourde pression pour ce joueur de venir remplacer quand même Thibaut Courtois. Donc s'il n'a pas la qualité, je ne pense pas que Chelsea ferait ce choix. Donc si Maurizio Sarri a accepté de le faire venir et puis avec Abramovich et tout, je pense qu'il a de la qualité. On va suivre les performances de ce jeune gardien de 23 ans, Arrizza Balaga. On va s'habituer à ce nom durant toute la saison. Voilà qui est dit concernant ce premier numéro de la reprise de Plateau Foot Europe. On est arrivé à la fin de cette émission. Oui, mais on a peut-être oublié de parler de Serbie. On va en parler, ne t'inquiète pas, déjà lundi, après le match olympique de Marseille à Toulouse. Merci Fifi d'être passé pour ce premier numéro déjà. Oui, merci à toi également. Merci pour la confiance. Merci Joël. Oui, merci Angelo. Roméo, merci. La rentrée. Vraiment La rentrée. On est parti pour une belle saison. Justement, certainement. on le fait très très léger. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Plateau Foot Europe. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde a été assurée par Sa Majesté Pélagie Mekoum. Oui, le webmastering, c'est assigné par notre ami Elom Adovon. Retrouvons-nous lundi pour un autre numéro. Ciao, ciao.